Mesdames, Messieurs, cette semaine à votre émission Reflet d'ici, le point sur le dossier de l'occupation du territoire forestier de la Gaspésie par nos chasseurs avec M. Gaétan Lelièvre, ministre des Régions et député de Gaspé. On nous dit que la Gaspésie, la quantité, le territoire qui a la plus grande quantité de chasseurs sans droit. Donc, on veut évaluer le contenu de l'importance de la chasse dans le coin. Est-ce qu'il y a moyen de trouver une solution? On va le vérifier. Puis en attendant, notre objectif, c'est d'avoir un moratoire, le temps de faire la lumière, le temps de faire le tour du dossier. Présentation de l'étude d'achalandage et de provenance des clientèles du quai de Percé. Le taux de satisfaction par rapport à notre quai est très, très élevé. Même la firme Sigma nous disait, lorsqu'ils calculent le taux de satisfaction d'un événement, d'une activité, quand c'est très bon, ça varie entre 82 et 87 %. Et là, nous, on avait 93 %. Ils nous ont dit que cet été, c'était l'endroit où le taux de satisfaction avait été le plus élevé dans toutes les études qu'ils ont fait cet été. La capsule Le divertissement avec Mme Jocelle Cauvier. Ah mon Dieu! Ça, c'est la plus grosse structure du monde. C'est un X-Wing de Star Wars. Exactement. Donc, ça a pris 5,3 millions de briques. Ça pèse 23 tonnes. Hey, c'est vraiment impressionnant. Ça a été fait en 2013. Donc, imaginez la patience. Là, Incroyable. Et les réacteurs fonctionnent. Là, on a mis des dispositifs. Là, quand on allume, là, ça devient lumineux. C'est incroyable. C'est immense. Et la capsule Plus on y pense avec M. Michel Fréchette. C'est que véritablement les apparences peuvent être souvent trompeuses et que nous avons tout avantage à être bien attentifs par rapport au message que nous recevons. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Alors, le dimanche 13 octobre dernier, M. Gaétan Lelièvre, ministre des Régions et député de Gaspé, était de passage à Grande-Rivière pour une activité de financement pour le Parti québécois. J'ai profité de cette occasion pour faire le point avec M. Lelièvre sur le dossier de l'occupation du territoire forestier de la Gaspésie par nos chasseurs gaspésiens. Écoutez, ce matin, il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici pour m'en parler. Puis, mon engagement, ça va être de vérifier qu'est-ce qu'on peut faire avec ce dossier-là. On a Sylvain Roy, il est rendu adjoint parlementaire au ministre de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Donc, Sylvain, mon confrère de mon aventure, travaille avec moi sur ce dossier-là. Puis, dans les dernières semaines, on a fait sortir le dossier de la Gaspésie pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en était. Puis, on est la région avec le plus grand nombre, je dirais, d'occupants en sans droits légaux. Donc, des gens qui ont bâti au fil des années des camps, des abris sommaires, puis qui n'ont pas des permis. Il y a aussi des problèmes avec des gens qui ont des permis, puis qui ont été identifiés pour être localisés voisins de leur emplacement qui était affiché sur le permis. Ça va être plus facile à régler. Pour ce qui est des gens qui ont construit puis qui n'ont pas de permis, on va vérifier qu'est-ce qu'on peut faire. Pour l'instant, ce qu'on vise, c'est d'avoir un moratoire, le temps d'évaluer vraiment la quantité de personnes. Parce qu'on parle de quelques centaines, mais il y a des informations là, qui nous laissent croire qu'il y aurait peut-être plus que les 200 à 300 qui sont identifiés présentement. On sait que le ministère des Ressources naturelles avait un inspecteur pour ce genre de dossier-là. Et depuis 2 ans, l'ancien gouvernement a mis en place un nouveau régime forestier. Ce qui fait que dorénavant, ce ne sont plus les industriels, mais c'est le gouvernement qui fait les inventaires de bois en forêt. Et c'est le gouvernement qui envoie une douzaine d'inspecteurs pour évaluer la quantité de bois à faire le prélèvement par les usines. Donc, ça a amené des nouveaux inspecteurs dans le bois pour la question des CAF, la question de la forêt, mais en même temps, ces gens-là, quand ils trouvent un camp de chasse sans permis d'afficher, bien, ils ont l'obligation de le rapporter au ministère. Donc, c'est ce qui a fait que dans les derniers mois, il y a eu vraiment beaucoup de chasseurs qui ont reçu des avis parce qu'il y a plus d'inspecteurs dans le bois, mais c'était pas nécessairement, l'objectif n'était pas d'aller faire de l'inspection pour les camps, mais plutôt pour identifier les parterres de coupe pour les industriels. Mais le résultat est qu'on a plusieurs centaines de chasseurs qui ont reçu des avis. Mais il y en a, selon moi, plus que ça encore là, de non identifiés. Donc, la première chose, c'est de faire le portrait, à savoir combien il y en a. À partir de ça, on nous dit que la Gaspésie, la quantité, le territoire qui a la plus grande quantité de chasseurs sans droit. Donc, on veut évaluer le contenu de l'importance de la chasse dans le coin. Est-ce qu'il y a moyen de trouver une solution? On va le vérifier. Puis en attendant, notre objectif, c'est d'avoir un moratoire, le temps de faire la lumière, le temps de faire le tour du dossier. Il y a aussi la question des MRC qui peuvent peut-être prendre la gestion. Certains m'ont parlé de ça. Ça revient au conseil de la MRC. C'est une responsabilité qui revient à la MRC. La MRC doit évaluer s'il y a une rentabilité en fonction du nombre de permis
permis. Le gouvernement donne un certain montant, une partie de la somme que le gouvernement prélève est versée au MRC seulement. Est-ce qu'on pourrait en verser davantage pour que les MRC aient plus de budget pour pouvoir gérer ça? Il y a beaucoup de choses à examiner. Donc, je pense que ça serait précipité de prendre une décision présentement. On va prendre le temps de faire le tour du dossier, de regarder qu'est-ce qu'il y en a exactement, puis voir si on peut trouver une solution qui est raisonnable, tout en respectant les droits aussi de ceux qui ont des permis. Le problème, c'est pas tellement l'émission des permis. C'est tout l'accaparement du territoire de chasse. On sait que la Gaspésie, beaucoup de chasseurs. Donc, un territoire grand, mais compte tenu du nombre élevé de chasseurs, il reste quand même qu'il y a une difficulté pour certaines personnes d'avoir accès au terrain de chasse. Donc, la problématique est plus l'accaparement du territoire. Donc, si on trouve une solution, il va falloir qu'on tienne compte aussi de la possibilité de maintenir l'accès à tous les villégiateurs. Hein? Même si tu n'as pas de camp de chasse, il ne faut pas que tu sois brimé dans tes droits. Tu as le droit d'aller en forêt quand même, pratiquer ton sport. Donc, ça, c'est aussi là, un des enjeux là, à tenir compte dans ce dossier-là. Mais on travaille là-dessus pour tenter de trouver la meilleure des solutions, tout en respectant les droits aussi de ceux qui se sont conformés. Un moratoire serait mis en place à partir de quand? On travaille. Hein? Sylvain Roy et moi, on travaille sur le dossier depuis les dernières semaines, là, de façon plus, je dirais, plus intense. J'espère que d'ici peut-être un mois, on pourra donner une orientation aux chasseurs. Puis, est-ce qu'on doit comprendre que durant le moratoire, il va y avoir une tolérance de la part du gouvernement? Bien, s'il y a moratoire, le moratoire va venir expliquer qu'est-ce qui va se passer durant cette période-là. L'objectif d'un moratoire, c'est de mettre un temps d'arrêt sur les procédures, si le moratoire est accepté, puis prendre le temps d'examiner la situation de la Gaspésie, qui semble-t-il est une situation particulière. Puis ça ne me surprendrait pas. Dans beaucoup de dossiers, la Gaspésie, souvent, on est dans des situations qui sont différentes d'ailleurs au Québec. Donc, on va prendre le temps d'évaluer la situation. Ça peut prendre plusieurs mois. Puis, le temps d'évaluer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais comme je vous dis, c'est un dossier qui est extrêmement complexe parce qu'en même temps, on a les personnes concernées qui voudraient avoir des permis et se régulariser, puis sont prêts à payer, puis à se régulariser, puis à se comporter en bons citoyens. La grande majorité, c'est des chasseurs, je crois, exemplaires. Puis, en même temps, on a les associations provinciales, régionales et aussi les chasseurs qui ont des camps de chasse en bonne et due forme qui, eux, nous disent, bien écoutez, il ne faudrait pas amener plus de monde dans le bois, il y a déjà plus beaucoup de place, c'est compliqué. Donc, le rôle du gouvernement, c'est de trouver une solution qui permet, premièrement, de garantir l'accès à tous les Gaspésiens et les Gaspésiennes à leur territoire de chasse, à la forêt publique. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Maintenant, comment on peut faire pour atteindre cet objectif-là tout en respectant les droits de ceux qui ont des permis et aussi tenter d'éviter le démantèlement des camps qui sont sans droit présentement. Fait que c'est une situation qui est quand même assez complexe, mais le temps d'émettre un moratoire, de regarder ça avec les principaux concernés, j'espère qu'on va réussir à trouver une solution. Puis aussi, on va, c'est sûr, s'adresser aux MRC qui peuvent avoir un rôle à jouer là-dedans au fil des prochains mois. Plusieurs MRC à l'extérieur de la région se sont impliqués, mais le problème en Gaspésie, c'est que même si on a quelques centaines de camps, c'est quand même pas des milliers de camps. Donc, les revenus sont en fonction du nombre de camps, du nombre de baux, et le nombre de baux en Gaspésie est quand même relativement faible. Donc, peu de revenus pour les MRC. Fait que les MRC vont avoir une décision à prendre. Puis, je pense qu'après après les élections municipales, on pourra peut-être s'asseoir avec la MRC, les MRC de la Gaspésie, pour voir quelle est leur position, puis tenter de voir s'il y a moyen de trouver un terrain d'entente. Le gouvernement pourrait discuter avec les MRC, puis on gardera au courant les associations concernées, parce qu'il y a beaucoup d'associations aussi qui nous interpellent là, en Gaspésie, mais je le disais, au niveau national aussi, il y a des positions qui sont prises. C'est un dossier qui est assez complexe. Le 8 octobre dernier, l'Office du tourisme du Rocher-Percé déposait et commentait, en compagnie du maire de Percé, les résultats de l'étude d'achalandage du quai de Percé, réalisée cet été dans le cadre de sa campagne « Le quai et moi, toute une histoire ». Ces données visent à appuyer les démarches politiques des leaders du territoire dans le cadre du dossier de réfection du quai et de la promenade. J'ai fait le point sur ce dossier avec le président de l'Office du tourisme du Rocher-Percé, oui, M. Jean-Guy Poirier, et le maire de Percé, M. Bruno Cloutier. Donc, rapidement, les partenaires, donc Jean-Guy les a mentionnés. Je rappelle que c'est vraiment la firme Segment Recherche, qui est une firme spécialisée dans ce type de sondage-là, qui font les sondages pour les événements touristiques, les sites touristiques, qui a réalisé notre étude et qui était coordonnée sur le terrain avec la collaboration. Dans le fond, on a travaillé ensemble avec l'agence MC Brière. Prochaine diapo. Donc, on saute tout de suite dans le vif du sujet. L'achalandage du quai de Percé, on est arrivé à 195 601 visiteurs uniques. Et le chiffre qui est quand même très important, on sait que les gens
le résultat du sondage nous démontre que les gens visitent plus d'une fois le quai dans le cadre de la saison pour les locaux et dans le cadre de leur séjour pour nos visiteurs. Donc, on arrive à 421 142 visites. Je veux juste souligner qu'on a étudié le quai de Percé comme un lieu touristique, comme un site touristique. Donc, l'objectif de l'étude n'était pas d'étudier la destination, d'étudier... donc, vraiment, on a pris le quai comme un lieu, comme un site touristique, et on a étudié le quai. Période de référence, c'est vraiment la saison touristique, donc de fin mai à mi-octobre. Vous allez comprendre pourquoi on a choisi cette période-là tout de suite à la prochaine diapo. Donc, justement, comment on est arrivé à ce chiffre-là, je vous explique rapidement la méthodologie que Sigma a utilisée. Donc, on a ciblé 2 semaines dans la haute saison touristique, donc 29 juillet au 5 août et 12 au 18 août, qui correspondent finalement au pic de la saison touristique. Et on a utilisé 2 méthodes de collecte de données. Donc, la première, le comptage systématique ou le cliquing. Donc, on avait vraiment des personnes qui étaient postées à l'entrée du quai pour compter le nombre de personnes qui entraient sur le quai. Et on a aussi fait des entrevues face à face. Donc, c'est près de 500 personnes qui ont été interviewées. Donc, M. Poirier, aujourd'hui, le dépôt d'une étude très intéressante, pilotée par l'Office du tourisme. Il y avait une raison très particulière pour réaliser cette étude-là. Oui, la raison, c'est que le printemps dernier, on a vécu ici à Percé une saga avec Pêche et Océan Canada. Le quai a été fermé temporairement et suite à cette aventure, les commerçants, les gens intéressés au tourisme ici à Percé ont décidé de faire une étude, de donner des outils à nos élus pour défendre le dossier du quai de Percé. On ne veut pas perdre notre quai et puis on a fait une étude d'achalandage du quai et on a dévoilé les résultats aujourd'hui. Ça devient un document de référence et ça démontre bien l'importance du quai avec des statistiques quand même assez impressionnantes. Oui, on est fiers de nos résultats. La compagnie ou l'organisme qui a fait l'étude, c'est Sigma. C'est eux qui évaluent les foules dans les festivals. Alors, c'est une compagnie qui est reconnue à travers le Québec. Et ils arrivent avec des résultats très intéressants. On peut vous annoncer qu'il y a environ 420 000 visites sur le quai durant les mois d'été. Et puis, il y a pas loin de 200 000 visiteurs sur le quai. Les gens aussi sont attachés au quai. On a 93% des gens qui nous ont dit qu'ils aimaient le quai. Le taux de satisfaction par rapport à notre quai est très, très élevé. Même la firme Sigma nous disait, lorsqu'ils calculent le taux de satisfaction d'un événement, d'une activité, quand c'est très bon, ça varie entre 82 et 87 %. Et là, nous, on avait 93 %. Ils nous ont dit que cet été, c'était l'endroit où le taux de satisfaction avait été le plus élevé dans toutes les études qu'ils ont fait cet été. Alors, c'est encourageant ce qu'on a dévoilé aujourd'hui. On s'aperçoit aussi que 90 % des visiteurs du quai, ce sont des touristes. Alors, c'est vraiment, c'est plus qu'une infrastructure, c'est une attraction pour les touristes ici, le quai de Percé. Donc, pour l'Office du tourisme, ça va demeurer un dossier qui va être suivi de très près dans un proche et moyen avenir. Oui, il va falloir qu'on ait des projets pour mettre à niveau notre quai, de consolider ce qu'on a déjà, de faire en sorte qu'on ait un quai qui s'arrime bien aussi avec la promenade, parce qu'on a eu des difficultés avec la promenade. Il faut réparer la promenade et ça va faire partie là, des plans de développement des prochaines années. Alors, oui, le quai, c'est central pour les prochaines années pour nos activités touristiques ici dans la région.
Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, M. Cloutier, on parle vraiment d'une étude déposée aujourd'hui qui devient un superbe de bel outil de travail pour défendre l'importance du quai pour la ville de Percé. Ah oui, ben, pour nous, là, ça va être essentiel d'avoir cet outil-là pour défendre la suite des choses pour le quai. Moi, je ne serai pas là pour le défendre, mais je pense que je vais laisser un legs très important avec l'entente de principe qu'on a signée avec le fédéral. Il s'agira pour le nouveau conseil qui va être en place de trouver le meilleur profit de tout ça. En ce qui concerne l'entente actuelle avec le ministère, peut-être nous donner un peu de détails. Je crois qu'on ne pourra pas s'attendre à une situation qui pourrait se répéter en ce qui concerne la fermeture pour la prochaine saison, si j'ai bien compris. Oui, ça, on a reçu l'assurance, étant donné que nous, on travaille actuellement pour faire des plans d'ingénierie pour conserver la promenade. On veut savoir si le quai est configuré autrement. Est-ce que ça pourrait permettre à la promenade de rester debout et plus solide, là, puis ça pourrait être meilleur pour protéger cette infrastructure-là. Si le quai est configuré autrement, on a l'assurance quand même que le montant d'argent qu'on doit faire pour la mise à niveau actuelle va nous être transféré et on pourra l'utiliser pour cette fin-là quand même. Et pour que la municipalité en prenne la responsabilité du quai, il faudra absolument que la mise à niveau soit faite, si je comprends bien. Ça, c'est indispensable et c'est une des conditions sine qua non dans ce dossier-là, que la mise à niveau du quai doit être faite à la satisfaction de la municipalité. Et c'est la municipalité qui a le dernier mot là-dessus. Si, à un moment donné, ils nous produisent des plans, on peut faire contre-expertiser ces plans-là et s'assurer que ça va être fait et que l'infrastructure va être là pour rester. Elle va être là au moins pour un minimum de 30-40 prochaines années. Est-ce que le ministère nous rassure sur à ce qu'une situation comme celle qu'on a vue à la période estivale cette année ne se reproduise pas l'année prochaine? Ça, on a reçu cette garantie-là. Tant il y a aussi longtemps que nous, on n'a pas pris la décision et le fédéral n'a pas pris la décision aussi de faire la mise à niveau. En attendant tout ça, et ils nous ont assuré de faire l'entretien de base qu'il y a à faire sur le quai pour les 2-3 prochaines années à venir. Une cote d'amour de 93 % pour le quai de Percé, c'est quand même assez impressionnant. On voit que le quai, c'est vital à Percé. Je pense que cette cote d'amour-là de 93 % c'est peut-être une des plus grandes cotes d'amour que n'importe quel attrait touristique peut avoir dans tout le Québec. Merci, M. Houtier. Merci. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement avec notre ami Jocelle Cauvier. Bonsoir, Jocelle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Alors, une capsule divertissement cette semaine, passe-temps insolite. Je pense qu'on va en avoir de toutes les couleurs. Hein? Oui, bien, je pense que les gens vont trouver quelques images impressionnantes. J'ai fait des recherches pour trouver des gens qui ont une patience incroyable. Des fois, qui peuvent mettre des années à construire des choses avec des objets totalement incroyables. Donc, je vais commencer avec la garde des post-it. En fait, j'en ai parlé dans la précédente émission. J'avais mentionné qu'il y avait des gardes de post-it et que j'en parlerai dans une future émission. Alors voilà. C'est des gens qui travaillent dans des bureaux et qui mettent des post-it sur les fenêtres comme ça. Ça en prend des tonnes là, pour faire des dessins. Le principe, ça a commencé en 2011 chez Ubisoft, c'est en France. C'est que c'est un espèce de défi. Donc, vous mettez des post-it comme ça dans votre fenêtre et c'est des personnages de jeux vidéo. Et c'est un défi lancé à l'entreprise qui est en face de vous. Ah oui. Et si l'entreprise met aussi un post-it, c'est qu'elle déclare la guerre des post-it. Et c'est comme ça qu'on se ramasse avec plein de personnages comme ça, c'est qu'on s'attaque un à l'autre avec des personnages de jeux vidéo. Donc, le résultat est totalement incroyable. Et des fois, là, comme vous voyez, ça peut être sur plusieurs étages. Puis c'est beau. C'est incroyablement beau. Les gens font oui. ça dans leur heure de pause et les boss sont assez contents. Ah, donc, c'est dans les heures de pause que ça se fait. Oui, c'est dans les moments de pause. C'est bon à savoir. Puis les boss trouvent que c'est une bonne façon là, d'encourager l'esprit d'équipe. Puis bon, ça fait une atmosphère de travail assez... Donc, en voyant les images, comme je les voyais tout à l'heure, ça voudrait dire qu'il y a quoi, 8 heures de pause, 15 minutes de travail, c'est ça? Bien, pour faire des œuvres comme ça, on se questionne. Ou ça s'est fait sur une période de peut-être plusieurs mois, pour ne pas dire un an, là.
Bien, ça s'est fait. Bien, ils sont beaucoup, en fait. C'est des très grosses entreprises. C'est vrai. C'est plusieurs Donc, entreprises. ça a commencé avec Ubisoft qui attaquait une entreprise en face, des informaticiens en face, qui ont riposté. Bon. Puis, c'est la rue Montreuil, en fait, en France. Et ça s'est mis à s'attaquer comme ça un été de temps. Puis le phénomène a pris de l'ampleur et s'est répandu partout dans le monde. Donc, ça serait peut-être bon si jamais l'un de nous deux va faire un petit tour à Montréal avec la technologie du jeu vidéo qui s'est beaucoup développée dans les 10 dernières années, d'aller voir s'il n'y a pas une petite guerre de post-it dans ce coin-là pour aller chercher des images puis revenir à nos capsules de divertissement avec ces images-là. Ça pourrait être intéressant. Voilà, donc ça prend seulement des post-it et des fenêtres. Donc, dossier à suivre. Dossier à suivre. Comme deuxième passion, il y a les blocs Lego. On a tous joué avec des petits blocs Lego. En fait, ça a été inventé en 1949 au Danemark par un charpentier. Ce qui fait la force des Lego, c'est leur précision. Tu sais, il y a plusieurs marques, mais les Lego, c'est souvent les préférés. C'est une précision de 10 micromètres et quand on parle de micromètres, un cheveu, ça fait entre 50 et 100 micromètres. Ce que vous voyez actuellement, c'est des œuvres faites avec des blocs Lego. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Lego, c'est assez résistant pour faire des choses très hautes. Pour faire effondrer un bloc Lego, il faudrait une tour de 375 000 Lego, un par-dessus l'autre, c'est-à-dire 11 780 pieds. C'est ce que ça prend pour vraiment qu'un bloc là, se brise. Que la résistance là, serait à son maximum. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut construire des œuvres comme ça totalement incroyables. Ah oui, c'est vraiment impressionnant à voir. Là, on voit une Volvo en bloc Lego. Est-ce que c'est pas grandeur? Oui, c'est grandeur nature. Pas grandeur. Ah oui. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est une maison totalement fonctionnelle. La plomberie est en bloc Lego. Tout est en bloc Lego. Et ça a nécessité 3,3 millions de blocs Lego. Ah, mon Dieu! Ça, c'est la plus grosse structure du monde. C'est un X-Wing de Star Wars. Exactement. Donc, ça a pris 5,3 millions de briques. Ça pèse 23 tonnes. Hey, c'est vraiment impressionnant. Hein? Ça a été fait en 2013. Donc, imaginez la patience, là. Incroyable. Et les réacteurs fonctionnent, là, on a mis des dispositifs, là, quand on allume, là, ça devient lumineux, c'est incroyable. C'est immense. Il y a un beau petit garage derrière la maison, là, monsieur. Hein? Oui, ben c'est ça, il y a eu besoin d'un espèce d'entrepôt comme ça, d'un aéroport, parce que c'est assez gros. Lui, je pense que c'est un passionné, il faut le dire. Ouais. Hein? Non, mais c'est vraiment impressionnant. Oui, je pensais pas qu'on pouvait faire des œuvres aussi immenses que ça, donc... Je pense qu'il va y avoir d'autres défis à travers le monde, là, parce que les gens, c'est inspirant. Hein? Je pense qu'il y en a d'autres qui vont réaliser des choses comme ça. Très, très, très impressionnant à voir. Puis on voit qu'il y a des gens qui ont plus de temps pour leur passe-temps que certaines personnes que je côtoie. Oui, bien, je pense que ces gens-là, leur vie doit être un petit peu centrée là-dessus. Oui, puis, pas mal. Ils doivent se faire dire par leur entourage, pas encore ici, des blocs Lego. Ici, c'est les bingos. Là-bas, c'est les Lego. C'est les Lego, voilà. C'est bien dit. Ensuite, je passe avec les cure-dents. Donc, depuis longtemps, les gens font des espèces de structures avec des cure-dents. Les cure-dents, c'est intéressant de savoir que ça existe depuis la préhistoire. On en a trouvé, en fait, en bronze dans des tombes préhistoriques. Ah oui. Puis la fabrication industrielle, ça a commencé en 1872 au Massachusetts. Fallait parler du Massachusetts cette saison-ci. Je le répète pas. Donc, on va voir des structures en cure-dents. Oh boy! Hey, non, mais ça, c'est toute beauté. C'est fascinant. Incroyable. Et il y a un Américain de 35 ans qui a fait une structure qu'on voit actuellement. Ah, c'est exact. Ça, il a mis 35 ans, 100 000 cure-dents. Et il y a des cure-dents qui viennent de partout dans le monde parce qu'il y avait besoin de différentes dimensions. Puis l'image suivante aussi, c'est la même structure. Là, on a agrandi un petit peu. Donc, c'est incroyable. Une heure de travail. 35 ans de ta vie, là. Ça, c'est-tu des cure-dents? Ça, aussi? on passe maintenant aux allumettes. Ah, les allumettes. Donc, de carton ou de bois? Les allumettes, on en a en bois puis on en a en carton. Oui, parce qu'on voit que le produit fini n'est pas semblable. Hein? Bien, ça, en fait, c'est l'école de Harry Potter. Ah oui? C'est l'espèce de château dans Harry Potter. On voit le jeune à côté. Hey, c'est oui, immense. C'est immense, là. On voit ici une autre structure. Puis, c'est incroyable là, de voir les dimensions. Incroyable. Non, mais le nombre d'heures de travail pour une œuvre comme ça, là. C'est des gens qui ont une patience d'ange. On voit ici, cette fois-là, on a gardé les embouts. Oui, le souci du détail, hein, on pourrait dire souci des détails, c'est des gens qui mettent vraiment beaucoup d'heures. Puis les allumettes... ça, il ne faut pas le frotter à quelque endroit que ce soit. Hein. Bien, il y a des gens, justement, qui font des œuvres comme ça, puis qui les mettent ensuite en feu, puis ils prennent des photos. Ça fait quelque chose, des fois, d'assez artistique. Ah oui?
Donc, Wanda qui doit avoir réussi ce travail-là, de l'allumer, là, ça doit être... Ça prend un bon moral. ouais, c'est... Ouais. Tu prends une photo avant de l'allumer. Tu as passé 5000 heures, puis tu mets le feu dedans. Quelqu'un te demande pour un allumette, puis tu lui donnes la structure au complet. Là. Il risque d'être assez surpris de ta démarche spirituelle. Voilà. Ensuite, on va voir des choses faites avec, encore une fois, des allumettes, mais seulement les embouts. Donc, il y a des gens qui vont faire des structures, ils vont faire souvent des têtes, comme on voit. C'est seulement des bouts d'allumettes. Incroyable. Donc, les bouts d'allumettes, c'est fait avec une espèce de gélatine et du phosphore. Oui. Puis, il y a différentes couleurs. C'est ce qui permet de faire des trucs comme ça. De toute beauté. Ça, c'est une carte des États-Unis faite avec des allumettes. On va voir de plus près la photo suivante. C'est carrément des allumettes. Incroyable. Vous imaginez l'espèce de patience que la personne a mis là-dedans? Oui. Franchement, là. Oui, c'est quelque chose d'impressionnant. Oui, de très impressionnant. Ensuite, on va passer avec les pailles. Je ne savais même pas qu'il y avait des structures faites avec des pailles à boire. Puis les pailles aussi, ce qui m'a surpris dans la recherche, c'est que ça fait longtemps que ça existe. Il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, on a trouvé des pailles faites en or. Ça servait à boire la bière à l'époque. Donc, il y a des gens qui prennent ces pailles-là pour faire des structures. Puis c'est totalement incroyable, là. Encore une fois, le temps qu'on peut mettre là-dedans. Donc, ça fait vraiment des structures en 3 dimensions. En 3 dimensions. C'est seulement des pailles. Ouais. Vous voyez le résultat, là, c'est vraiment impressionnant. Mais à voir de loin, on ne distingue même pas que c'est des pailles. C'est ça. Il faut savoir que c'est des pailles, là. C'est vraiment impressionnant. Comme autre invention, c'est les crayons de cire. Alors, il y a un monsieur, particulièrement toutes les photos que vous allez voir, ça vient de ce monsieur-là, qui fait ces espèces de structures. Comme on voit, il va souvent aligner des crayons de cette façon-là, puis il va faire des espèces de spirales, comme on voit ici. C'est seulement des crayons de cire. Ben, à l'extérieur, on parle de ça. Oui. Encore une fois, des crayons de cire. Ça doit coûter une petite fortune. Donc, essentiellement, les crayons de cire aujourd'hui... J'allais dire, est-ce que c'est des crayons-là? Je pense que oui. Je pense qu'il y a peut-être une commandite aussi, là. Oui, ça doit. Donc, essentiellement, c'est de la paraffine aujourd'hui, les crayons de cire, parce qu'autrefois, on a d'abord pris... on prenait du pétrole et du charbon. Donc, il y avait seulement des crayons de cire noirs. Ensuite de ça, on a inventé des rouges. Après ça, on s'est mis à prendre la cire d'abeille. Puis finalement, on a vraiment découvert la paraffine, qu'on pouvait mélanger toutes sortes de couleurs. Puis ça donne... C'est moins dommageable aussi pour les enfants. Là, exactement. Des crayons qui sont beaucoup utilisés au niveau de la maternelle, ça. On s'entend que des crayons au pétrole, puis que l'enfant se les met dans la bouche. C'est moins... Plus ou moins écologique. Voilà. Ensuite, le prochain passe-temps insolite, on a tous eu des Light-Bright, en tout cas de ma génération. Oui. C'est comme on voit à l'écran, là, on mettait des petites lumières, il y avait 8 couleurs, mais il y a des gens qui ont poussé ça à l'extrême. Et vous allez voir, là, le Elvis Presley est en Light-Bright. Hey. La dernière scène, c'est incroyable. Et vous voyez avec la personne la dimension. Puis ça, c'est le plus gros du monde qui a nécessité 520 000 petites lumières Light-Bright. Bon, j'espère qu'il n'a pas acheté un jeu de Light-Bright à chaque fois. Hein? Je pense que... Pour moi, il y a une plug avec un fournisseur. Il y a sûrement c'est ça, j'espère. Sans ça, c'est tout un défi en soi, là. Donc, encore une fois, la création de l'être humain, jusqu'où ça peut aller. Maintenant, c'est encore plus drôle, c'est des gens qui font des structures avec des bonbons. OK. Donc, ça existe. Alors, la prochaine image qu'on va voir, là, ça va être avec des jelly beans. C'est la Mona Lisa en jelly bean. Il y a 10 000 jelly beans là-dedans. Et c'est quand même beau. Oui, Marilyn Monroe, celle-là, c'est en Smarties. Eh ben. Ça, c'est une robe en sac de M&M. Bon. Une robe de mariée, carrément. Donc, c'est assez original. Une petite anecdote, moi, là-dessus, Quand que le film E.T. est sorti à l'époque, oui. C'est un film que tu connais, tu te rappelles qu'E.T., on l'attirait avec des petites M&M. M&M ou Reese? C'est des Reese. Des Reese. Ouais. Mais la compagnie Smarties avait été approchée, puis ils ont refusé.
Et c'est les Reese qui ont accepté par la suite. Puis ça a été un film, on le sait, ça a été un succès historique, ce film-là. Et puis, ça a augmenté de beaucoup la vente de ce produit-là en tant que tel. Mon Dieu, je pense qu'il y a une compagnie qui s'est mordu les doigts après ça. Ils l'ont regretté. Parce que les petites Reese Pieces, ben, c'est comme des Smarties au beurre d'arachide. Exactement. Oui, c'est devenu populaire, je pense, beaucoup après puis moi, ça. j'ai eu beau en mettre partout autour de la maison, E.T. jamais venu. E.T. jamais venu. Puis on y croyait. Hein. Moi, quand j'ai vu ce film-là, on y croyait. Je faisais même partie des scouts à l'époque, puis il y avait eu un rassemblement de scouts à Gaspé. Puis l'attraction de la soirée, c'était qu'E.T. était supposé atterrir, puis tout ça. Oui? Là, on était toutes fébriles là, de l'activité en tant que telle, mais c'est quand on a vu le bonhomme en peluche sortir, on était un peu déçus, malheureusement. Nous, on est revenus les pieds sur la terre. Ça pète la bulle un peu, hein? Oui. Pour moi, c'est Smarties qui essaye de nous rejoindre. On n'a pas parlé de la bonne compagnie. C'est du placement de produit, là. Exactement. Finalement, mon dernier passe-temps insolite, c'est un peu pour faire suite à ce que je viens de montrer avec le bonbon, c'est qu'il y a des gens qui font des structures avec des céréales. Bon. Mais c'est assez impressionnant. Ça, c'est avec des Rice Krispies, un noix. Ça, c'est avec des céréales, des Fruit Loops. Ça ne m'étonne pas des qu'il y ait Cheerios. Pamela Anderson en Cheerios, Fruit Loops et Honeycomb. Il y a des gens qui ont du temps. Hein? C'est incroyable. Puis la dernière, très impressionnante, c'est Obama, avec encore une fois des Honeycomb, des Fruit Loops, des Cheerios. Mais veux pas, c'est des gens qui ont le sens artistique développé quand même. Là, hein? Il faut avoir un certain talent pour être capable de oui, parce que je me mets là demain avec mes céréales, je ne suis pas sûre que ça va ressembler à ça. Moi non plus. Non, c'est vraiment des gens là, qui connaissent les ombres, la lumière, le les jeu couleurs. Au niveau des textures. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'est mis là pour déjeuner et qui a mis ça sur le coin de sa table. C'est d'un réaliste, c'est stupéfiant. Bien, franchement, c'était vraiment une capsule de divertissement très divertissante cette semaine. Puis, je dirais que, non, franchement, là, on a vraiment découvert une autre forme d'art. Puis, on peut carrément, tant qu'à moi, considérer ce genre d'œuvre comme de l'art en tant que tel, parce que, me dire, c'était vraiment beau. Il y a certaines œuvres qui étaient vraiment belles. Ah, c'est des œuvres d'art, puis ces gens-là, c'est vraiment des artistes. Puis, peut-être que ça va initier des gens à démarrer un passe-temps comme ça. Bon, évidemment, ça, c'est des cas extrêmes, des gens qui mettent des heures et des heures et des heures, mais je pense que ça montre qu'avec les choses qui nous entourent, des choses très banales comme des cure-dents, on peut faire de véritables œuvres d'art. Donc, c'est intéressant. Oui, puis moi, je suis encore sous le choc, là, le X-Wing de Star Wars, grandeur réelle. Là. Non, mais c'était vraiment impressionnant. C'est quelque chose. Je pense que je vais réécouter cette capsule-là. Je vais nous regarder en train d'animer cette On va aller s'acheter des blocs Lego. Oui, on va se donner tout un défi pour l'année prochaine. On va essayer de faire le bicycle à Kevin en bloc Lego. Bien, merci encore une fois pour cette superbe de belle capsule cette semaine. Et la beauté de la chose, c'est que la capsule revient encore pour la semaine prochaine. Ben oui, avec plaisir. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Oui. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et je vous remercie d'être avec nous à la télévision communautaire. Aujourd'hui, nous allons traiter des apparences qui sont souvent trompeuses et démontrer que quelquefois les roches, ça flotte et que le bois, ça croule. Je vous amènerai à travers une expérience à la Luc Langevin à plusieurs endroits sur la planète. On va commencer avec Cap d'Espoir, la plage. On ira au Burkina Faso dans la savane et on terminera le périple géographique avec la ville de Dakar au Sénégal. Si on commence par notre plage ici, qui est si belle, à Cap d'Espoir, où je marche si souvent avec des réflexions et des méditations sur l'état de notre planète et sur l'ensemble de nos agissements en tant qu'être humain. Je vous propose d'aller chercher quelques objets sur la plage avec moi. Voici, on se déménage. La dernière fois que je suis allé, j'ai vu ces deux objets qui sont du bois flottant, bois flotté qu'on appelle, et qui traînaient sur la plage, que j'ai recueillis pour leur beauté. Je les lance à l'eau, comme ça.
Et je vois bien évidemment que sans surprise, il flotte. On n'a pas de problème avec ça. La surprise, c'est de ne pas avoir de surprise. J'irai maintenant avec ce qu'on retrouve aussi, qui est super, qui est particulièrement bien réussi chez nous, ce sont les onyx. Et je vous en montre deux. Un qui est quasiment une œuvre d'art en tant que telle. Je vous la montre. Et comme ça. Et l'autre aussi qui défie un peu l'imaginaire par les courbes qu'il nous propose. J'essaie de les faire flotter, mais ça, j'ai peu de chances d'y arriver. Voilà, ça rejoint le fond. Ça rejoint le fond. Je vous en ai apporté une aussi. Tant elle est belle et tant on doit valoriser le produit qu'on a chez nous et qui pourrait être à lui seul un objet de tourisme, c'est-à-dire la recherche des superbes onyx que nous avons. Voici un exemple que je vais tremper, sachant très bien qu'il va rejoindre le fond, pour vous le montrer. Voici ce qu'on peut trouver sur la plage à Cap-d'Espoir, mais ce n'est pas des millions, c'est quelques-uns. Donc, on conclut ici que le bois flotte et que les roches coulent. Ce n'est pas aussi simple que ça peut paraître, parce que si on se déplace à Ouagadougou ou près de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, on va trouver autre chose. On va trouver ce type de bois dans la savane. Et la savane, bien, c'est une espèce de milieu particulier, très aride. On va tenter de voir si cela flotte aussi. C'est du bois qu'on peut récolter, comme je vous ai dit, en vrac, sur le sol. Donc, je tente de le faire flotter et il rejoint le fond. Je me redéplace à ma place de bureau et pour vous montrer quelque chose d'autre. Nous y voici. Je vais vous montrer ce qu'est de l'ébène. C'est effectivement ce qu'on vient de faire, tenter de flotter il y a quelques secondes. Vous observerez que le cœur est noir et que l'écorce est pâle. À l'inverse de ce qu'on retrouve ici, où majoritairement les arbres ont un cœur plutôt pâle et une écorce plutôt foncée. Ceci, comme je vous ai dit, c'est de l'ébène dont on a coupé une section de l'arbre. Ce bois est tellement dense qu'il est plus dense que l'eau. Mais on peut en faire de superbes œuvres, comme celle-ci, qui est une sculpture d'une dame un peu dénudée, mais qui montre bien que, effectivement, l'écorce est pâle et que le cœur de l'arbre est plus foncé. Voilà, au fond, et voici sur les côtés et à l'arrière. J'arrête là la présentation de ce bois parce que c'est une pure merveille que de travailler avec. Maintenant, nous avons vu que le bois coule. Okay? Je vais en faire une autre démonstration puisque j'ai un petit morceau de cette bûche que j'ai travaillé un peu, mais tout simplement en la passant sur du papier sablé. On va voir avec la démonstration si effectivement le même bois risque d'emprunter le même chemin. Encore une fois, le bois coule. Je vous amène ailleurs. Je vous amène maintenant à Dakar, sur la plage de Dakar, où sont déchargés par de multiples pirogues les poissons et crustacés, au même titre que ici en Gaspésie ou dans nos ports qu'on connaît si bien. Lorsqu'on marche sur la plage à Dakar, Dakar étant une immense ville, très populeuse, on peut s'apercevoir que la plage est au cœur de la ville et qu'un seul quartier de la ville équivaut en moyenne à la population totale de la Gaspésie, c'est-à-dire soit 90 000 personnes. Mais je ne vous amène pas sur la plage pour vous parler de population, je vous amène sur la plage pour trouver quelque chose. Voici ce que je trouve lorsque je marche sur la plage. Il s'agit des cailloux, comme ceux-là, plusieurs, j'en ai plusieurs,
et qui ont la particularité d'être très poreux. C'est une roche volcanique, OK? Avec la particularité de ressembler à une barre de chocolat aéro. Par contre, si on essaie de faire caler cette roche-là, on aura une certaine surprise. Je l'immerge pour m'apercevoir qu'elle flotte. Voilà. Vous voyez qu'on peut jouer avec, elle flotte, et elle flottera toujours. Voici un exemple de contradiction, c'est-à-dire qu'ici, les roches calent, et là-bas, les roches flottent, et que là-bas, le bois cale, et qu'ici, le bois flotte. Je pourrais vous montrer un autre morceau, qui est un morceau, effectivement, de lave volcanique, de roche volcanique, qui, lui, n'a pas la même propriété, mais il a été tiré de son environnement, c'est-à-dire au lac Kivu, à la frontière du Rwanda, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. On va tenter de le faire flotter parce qu'il semble avoir la même densité. Par contre, celui-là s'immerge facilement. Je vous le montre davantage. Si bien que la même réalité, la même condition peuvent produire des résultats différents. Je me déplace vers mon bureau pour en arriver à la conclusion. Conclusion, c'est que véritablement les apparences peuvent être souvent trompeuses et que nous avons tout avantage à être bien attentifs par rapport au message que nous recevons. Il est évident que dans ces temps où les communications sont omniprésentes et qu'elles nous envahissent à chaque jour, certains peuvent nous proposer des messages qui sont comme des vérités universelles et qui agissent comme des technocrates de la démagogie, qui peuvent nous offrir des demi-vérités et qu'il faut savoir lesquelles sont les demi, et des syllogismes bancaux, alors que nous avons vu que tout est dans la nuance et la différence. Comme on l'a vu dans l'expérience, il est important de pouvoir jauger les systèmes qui produisent ces résultats, si bien que l'écosystème que nous habitons détermine la réalité que nous vivons, tant au niveau de la culture que de la connaissance. L'environnement détermine notre relation avec nos semblables, l'intelligence et la curiosité, et notre vitesse à comprendre et à évoluer et à s'adapter à l'ensemble des conditions que nous vivons. Cet environnement-là nous contraint aussi à déterminer les conditions de notre cohésion et de notre cohérence. L'environnement développe davantage l'art et la culture de la question que celui de la réponse, si bien que la question fait souvent naître des processus et des dynamiques chez l'être humain dans son intellect, alors que les réponses font souvent office de réponses de type intellectuel, de dolorama, je dirais, pour en avoir une vision très, très fragmentaire et très limitée. D'ailleurs, en science, si on s'y rattarde, les chercheurs sont appelés des chercheurs et non pas des répondeurs ou des trouveurs. Ils recherchent. La conclusion de la conclusion, c'est que est-ce qu'il faudrait se méfier des ménestrels qui nous turlutent des chansons à répondre? Et en Afrique, on a l'habitude un peu de ces messages-là en disant qu'ils sont des troubadours ou encore des ambianceurs. Et pour ma part, je commence à comprendre que souvent, ils sont des bonimenteurs. En ce qui me concerne, en termes de mots de la fin, je dirais que mon regard se portera toujours sur le droit fondamental à la différence, à l'authenticité et au sens critique, et au devoir de regarder plus loin que l'horizon. Ce qui fait qu'une société est dynamique, c'est son sens de la question et non pas son sens de la réponse. Merci et bonsoir.
Bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour votre émission de cette semaine, votre émission Reflet d'ici. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et aussi sur la chaîne YouTube de TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercial@hotmail.com ou directement sur notre compte Facebook. Alors, je vous dis merci et à la semaine prochaine.